Dans 5 secondes. Bonsoir, bienvenue sur le webinaire HCL Covid, 6e version, et de nouveau un temps de partage sur le Covid. Alors, on a le même schéma, on commence par un point épidémiologique qui, j'espère, nous donnera des bonnes nouvelles, un point virologique sur un phénomène d'évolution un peu du virus, et ensuite, on a décidé de refaire un thème qu'on a déjà évoqué, mais cette fois-ci peut-être avec un autre abord auprès du docteur Sylvain Gaujard, qui est gériatre. Vous vous souvenez que vous pouvez échanger avec nous sur l'adresse mail webinaire@chu-lyon.fr et je laisse tout de suite la parole à Mathieu Fauvernier pour les chiffres. Merci et bonsoir à tous. Alors effectivement, les nouvelles sont plutôt rassurantes, on va voir ça tout de suite. Alors en premier lieu, l'incidence de la maladie, vous avez l'habitude désormais. Ici, donc la courbe en bleu, il s'agit du Rhône. La courbe en rouge constitue la France. Donc on voit que la baisse qu'on observait déjà ces dernières semaines continue à s'accentuer. Donc le niveau d'incidence dans le Rhône est toujours supérieur à ce qui se passe en France, mais la baisse est très très importante. Alors ensuite, si on regarde ce qui se passe donc uniquement dans le Rhône, mais par classe d'âge, donc on avait déjà l'habitude de regarder ce graphique. Nous avons en orange donc les 30-60 ans, en rouge les moins de 30 ans, en vert les plus de 60 ans. On voit tout de suite qu'on retrouve cette baisse qu'on retrouvait donc, dans le cas général. Ici, on la retrouve dans toutes les classes d'âge. On notera également donc, les différences par classe d'âge en absolu sont en train de diminuer également, avec notamment donc, les niveaux d'incidence pour les 30-60 ans et les plus de 60 ans qui sont désormais comparables. Alors ensuite, si on regarde donc, ce qui se passe uniquement donc, sur les différentes métropoles, donc juste depuis la fin du mois d'octobre, donc vous avez ici donc, Lyon, Saint-Étienne, Marseille et Paris. Donc, la baisse, on la retrouve dans ces 4 métropoles, donc encore une fois, on est rassuré. Les niveaux à Lyon et Saint-Étienne restent au-dessus de ce qui se passe à Paris et Marseille. Mais encore une fois, la baisse est très importante. Donc c'est surtout ça qu'on va noter ici. Alors ensuite, on va tout de suite partir donc, sur les nombres d'hospitalisations, donc à la fois hospitalisation conventionnelle, ici en rouge, les réanimations en bleu et l'incidence cumulée des décès en orange. Donc sur la gauche, il s'agit donc du pic, le pic en rouge, il s'agit de ce qu'on avait lors de la première vague. Si on se décale sur la droite du graphique, on voit qu'il semble se dessiner donc ce fameux pic de la deuxième vague, qui semble donc désormais être derrière nous. On a une baisse qui continue à s'accentuer sur les cas hospitalisés. On voit un plateau qui arrive sur la réanimation, peut-être même une baisse, évidemment, ce sera à surveiller avec les prochains chiffres, et voir ce qui se passe, évidemment, sur l'incidence des décès. Alors, ensuite, la diapositive suivante propose juste un petit focus ici uniquement sur la deuxième vague. Donc, on retrouve ce plateau d'hospitalisation et même maintenant la baisse, le plateau en réanimation à surveiller pour voir une baisse éventuelle et voir ce qui va se passer sur les décès. Alors ensuite, nous pensions vous proposer donc, un point sur les facteurs de risque. Donc ici, ce que nous allons montrer, donc, ce sont des données issues de l'ECDC. Donc l'ECDC, c'est l'agence européenne qui s'occupe des maladies infectieuses. Donc, nous avons ici donc, des données qui concernent plus de 3 millions de cas, avec également des décès issus de 17 pays de l'Union européenne, et avec notamment de l'information sur les antécédents médicaux, qui sont disponibles ici pour à peu près 10% des données. Donc la période, ici, les données sont mises à jour au 18 novembre 2020, et l'idée, ça va être de comparer des proportions de différents groupes d'antécédents médicaux, à la fois chez les cas et chez les décès. Donc si on regarde ce que ça veut dire, donc, sur la diapositive suivante, nous avons donc, les répartitions en pourcentage de différents groupes d'antécédents. Donc, vous voyez qu'en bas, on a différents groupes d'antécédents médicaux. À gauche, donc, aucun antécédent médical particulier. Ensuite, pathologie cardiaque, diabète, cancer, maladie pulmonaire, hypertension. Donc, les barres bleues représentent la part parmi les cas. Donc, par exemple, 80% des cas ici Covid ne présentaient aucun antécédent particulier, alors qu'ils étaient donc dans 7% des cas à avoir des pathologies cardiaques. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder la barre en rouge qui ici représente donc la part dans les décès. Donc si on s'intéresse aux personnes qui n'ont aucun antécédent médical, on voit qu'elles représentent 80% des cas, alors qu'elles ne représentent que 15% des décès. En revanche, si on s'intéresse
aux pathologies cardiaques, on voit qu'alors qu'il ne représente même pas 7% des cas, il représente près de 30% des décès, ce qui est considérable. Si on regarde également ce qui se passe pour le diabète ou le cancer, la différence est majeure. Donc sur le diabète, moins de 4% des cas, mais qui représente 18% des décès, et pour le cancer, 3% des cas, alors qu'il représente 11% des décès. Donc vous voyez, l'idée ici, ce serait de pouvoir comparer directement, d'avoir ce rapport finalement entre la barre rouge et la barre bleue. Donc ça, c'est ce qui est proposé dans la suite. La diapositive suivante. Donc, on s'intéresse au ratio entre les proportions observées chez les décès et chez les cas. Donc vous voyez, ici, on retrouve donc, uniquement les groupes d'antécédents pour lesquels le ratio est supérieur à 1, donc, dans un ordre décroissant, de gauche à droite. Et vous voyez qu'ici, notamment, donc, le plus important, avec un ratio à 11, on retrouve des pathologies rénales. Donc, ce n'est pas un groupe d'antécédents qu'on avait sur la diapositive suivante. Donc ici, ça veut tout simplement dire qu'il est donc 11 fois plus probable d'observer quelqu'un qui a une pathologie rénale dans un décès Covid que dans un cas Covid. Ensuite, avec un ratio à 10, nous avons l'hypertension. Également, donc la probabilité d'observer des hypertendus chez les décès est beaucoup plus importante que dans les cas. Et ensuite, donc, on notera des ratios très importants également pour les pathologies neurologiques, le VIH et autres maladies immunodéficientes, l'asthme également, le diabète, jusqu'à arriver donc, au ratio de 2,5 pour le poumon. Alors, il serait évidemment intéressant de regarder ces chiffres en regard également de l'information sur l'âge, puisqu'on sait très bien que l'âge est un facteur de risque majeur ici pour le Covid. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu. Eh bien, pour cette présentation très intéressante. On va passer maintenant au point suivant, qui est un point virologique, qui sera présenté par le docteur Laurence Josset, qui travaille aux Hospices civils de Lyon dans le laboratoire de virologie. Laurence, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, merci pour cette introduction. Ce soir, je vais vous parler donc des mutations et de l'évolution du SARS-CoV-2. Si j'arrive à passer la diapo, voilà. Donc, depuis le début de la pandémie, on a entendu beaucoup de choses dans les médias. Et dernièrement, avec l'épisode des visons, une dangereuse mutation qui se propagerait et qui menacerait l'efficacité du vaccin. Entre les deux vagues, on a eu des informations comme quoi le virus aurait muté, serait lié à des formes moins graves. Un mois plus tard, il était lié à des formes plus graves. On aurait aussi, au tout début de l'épidémie, une version plus dangereuse, plus infectieuse. Et donc, on peut se demander ce qu'il en est vraiment. Donc, au niveau international, il y a énormément d'équipes qui séquencent le virus du SARS-CoV-2, dont le génome viral est représenté sur ce schéma. C'est donc un virus à ARN qui est assez gros pour un virus à ARN, donc il fait presque 30 000 paires de bases, et il code pour deux gros cadres ouverts de lecture qui sont des protéines non structurales, dont les polymérases, puis le gène S qui code pour la spike, on va en reparler, et ensuite il y a plusieurs cadres ouverts de lecture qui codent pour des protéines qui, entre autres, modulent la réponse immunitaire. Au niveau international, il y a de nombreuses équipes qui séquencent ce génome viral complet et qui soumettent en temps réel leur séquence virale dans une base de données qui s'appelle GIZ, qui est accessible en ligne. Et on a plus de 208 000 soumissions actuellement. Et ces virus on étudie l'évolution moléculaire de ces virus, en particulier sur un site internet qui est le site NextStrain, qui permet de représenter sous forme d'arbre phylogénétique l'évolution des virus pour ici un ensemble de 8000 virus qui sont sélectionnés de manière pseudo-aléatoire parmi ces 208 000 soumissions. En France, on a séquencé 1827 séquences qui sont actuellement sur GIZ. Au laboratoire à Lyon, on est Centre national de référence des virus respiratoires et donc on s'occupe de séquencer la partie sud de la France, en sachant qu'on a actuellement déposé 460 séquences sur GIZ, dont à peu près la moitié qui proviennent des Hospices civils de Lyon. Et on est en train de déposer 300 séquences des autres régions, en particulier pour la première vague.
On a pu évaluer plusieurs méthodes de séquençage au débit pour faire ce séquençage et on a donc des séquences de très bonne qualité qui sont déposées. Et si vous voulez voir l'évolution de toutes les séquences françaises, vous pouvez vous connecter sur ce site qui montre l'arbre phylogénétique des séquences en fonction du temps. Et donc, je vais commenter un petit peu. Vous voyez en abscisse les différentes dates et chaque point représente une séquence virale et les traits entre les séquences représentent des liens potentiels de transmission. On voit qu'au début de l'épidémie, en janvier-février, on avait des virus du clade 19, donc c'est des virus qui sont émergés en 2019, c'est les séquences chinoises. Nous, notre première séquence qu'on a pu séquencer, ça correspondait à l'épisode du cluster des contamines, qui est le premier cluster européen avec des transmissions européennes. On voit ensuite que ces séquences du clade 19A et 19B ne se sont pas vraiment propagées en France et que c'est d'autres séquences, donc d'autres clades qui ont émergé en 2020, c'est pour ça qu'elles s'appellent 20, donc 20A, 20B et 20C, qui ont circulé lors de la première vague. Donc c'est tous ces points que vous pouvez voir ici. Sur la région Rhône-Alpes, il faut noter qu'on avait majoritairement du 20A dans la première vague. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore du 20A majoritaire. Donc, c'est les séquences récentes qui sont là, avec deux sous-clades qui émergent, le 20AEU2, donc c'est pour des clades européens, et 20AEU1, en sachant que 20AEU1 est prédominant en Espagne, en Suisse, etc., alors que nous, en France, on a plutôt du 20AEU2. Si on regarde la vitesse d'évolution de ce virus, on peut également faire sur NextStrain, on voit ici toujours en abscisse les dates et là le nombre de mutations en ordonnée qu'accumule le virus. On voit qu'on a en moyenne une moyenne de 22 mutations par an, ce qui fait à peu près 2 mutations par mois. Donc chaque génome viral accumule environ 2 mutations par mois, ce qui est bas pour un virus ARN. Et en comparaison avec un autre virus respiratoire comme la grippe, on sait que la grippe évolue 2 fois plus vite que le SARS-CoV-2. Pour d'autres virus à ARN comme le VIH, par exemple, le VIH évolue 4 fois plus vite. Donc ce taux de mutation, il est faible pour le SARS-CoV-2, mais néanmoins, le virus mute et c'est attendu pour un virus ARN. Ce taux de mutation, il veut dire que pour la première vague, en fait, on a eu des virus qui différaient de la souche ancestrale de Chine par entre 0 et 15 mutations au maximum. Et là, actuellement, depuis juin, on a des virus qui diffèrent de la souche ancestrale par 6 jusqu'à 32 mutations possibles au maximum. Avec en moyenne environ 25 mutations actuellement qui sont observées dans chaque virus qu'on peut séquencer par rapport à la première souche virale. Si on regarde les positions qui peuvent muter, on voit que certes, il évolue lentement, mais il y a beaucoup de positions qui peuvent muter. Et ici, on a donc la représentation du génome viral avec un trait à chaque position qui a déjà muté une fois. Plus la barre est haute, plus il y a un nombre important de séquences qui ont présenté ces mutations. Et donc, on voit qu'il y a environ la moitié des positions qui ont déjà présenté une mutation au niveau mondial. Bien sûr, il y a énormément d'équipes qui s'intéressent aux mutations qui sont dans le gène S qui code pour la spike, puisque la spike, c'est la protéine qui permet l'entrée du virus dans la cellule et qui est également la cible des anticorps neutralisants. Donc, une première question est, est-ce que ces mutations impactent l'antigénicité du virus et donc est-ce que ces mutants vont échapper aux anticorps des patients ou aux anticorps neutralisants de cocktails d'anticorps monoclonaux. Il y a plusieurs papiers qui étudient cette question, dont deux très beaux papiers, un dans Cell et un dans Science, qui montrent que certains variants peuvent entraîner un échappement à un anticorps monoclonal pris séparément, mais que si on combine un cocktail d'anticorps monoclonaux, il n'y a pas de variant nucléotidique qui échappe complètement à un cocktail d'anticorps monoclonaux, ni à des sérums de patients convalescents. Donc c'est assez rassurant. Et cet article montrait également que lorsqu'on met des cocktails d'anticorps monoclonaux, on ne voit pas de sélection de variants, contrairement à si on met un seul anticorps monoclonal, on peut avoir certains variants qui vont émerger. Donc ça allait dans le même sens, les deux articles vont dans le même sens.
Quel impact maintenant des mutations dans la spike sur l'infectiosité, c'est-à-dire le potentiel à infecter les cellules, et sur la contagiosité au niveau global? Donc cette question, elle est liée à une mutation dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la D614G, qui est une mutation dans la spike qui est devenue prédominante à partir de février-mars. Donc maintenant, on a uniquement pratiquement des mutants G614 dans le SARS-CoV-2. Et cette mutation a été associée chez les patients à une charge virale plus élevée et au niveau des cellules à une réplication plus importante. Par contre, pour la contagiosité globale, son impact reste débattu. Donc, on a un papier qui est encore dans medRxiv qui montre qu'on aurait une augmentation du taux de croissance de ces G614 par rapport au D614. Mais il y a des études contradictoires qui sont actuellement en préprint. Au niveau de la sévérité, il n'y a pas d'impact de cette mutation sur les formes cliniques. Alors, dernièrement, on a entendu beaucoup parler de mutations chez les visons. Il faut savoir que les visons sont des animaux qui peuvent être infectés par le SARS-CoV-2. Il y a eu énormément d'élevages aux Pays-Bas et au Danemark qui ont été infectés, dernièrement également en France. Les virus qui ont été isolés de ces visons présentent une grande diversité. Ils n'ont pas tous les mêmes mutations. Par contre, la Y453F, qui est une mutation dans le RBD de la spike, donc dans l'endroit qui lie le récepteur, semble être une mutation qui permet une transmission des virus chez le vison. Et c'est une des mutations qui a été sélectionnée par un anticorps monoclonal qui permettait à un échappement de la réponse immune d'un anticorps monoclonal. Il y a un cluster qui était un petit peu préoccupant, qui s'appelle le cluster 5, qui a plusieurs mutations, 4 mutations dans la spike, car il entraînait un échappement à certains sérums de patients convalescents, mais pas à tous, et uniquement ceux qui avaient des taux les plus faibles. Ce qui était intéressant, c'est c'était des virus qui avaient une mutation, une délétion de 2 acides aminés en position 69 et 70, qu'on a pu retrouver à Lyon dans un autre contexte. Donc, c'est des mutants qu'on a détectés dans un cluster nosocomial d'un hôpital gériatrique des Hospices Civils de Lyon. Et on s'est intéressé à ces mutants car au niveau du diagnostic, ils entraînaient un profil spécifique avec une absence d'amplification du gène S, contrairement à une amplification importante de ORF1 et de N, ici sur ces courbes. Et grâce à ce profil particulier, on a pu estimer la prévalence de cette mutation en orange sur ces barres, et on voit qu'elle était très faible depuis cet été, à moins de 0,5%. Y a-t-il des variants qui sont associés à une forme clinique plus sévère? À ma connaissance, il y a un seul variant qui a été associé à un impact au niveau clinique. C'est une grosse délétion de 382 nucléotides qui est représentée ici, qui fait sauter l'ORF7B et l'ORF8, qui a été détectée à Singapour au début de l'épidémie, en février majoritairement, et qui après mars n'a plus été détectée. Et elle a été associée à un risque plus faible des patients de développer une hypoxie nécessitant une oxygénation. Donc c'était un article qui est paru dans le Lancet et qui a été bien relayé par la presse. Mais c'est la seule mutation où il y a une étude sérieuse des données cliniques qui montre un impact sur la virulence du virus. À Lyon, nous avons détecté également des délétions, dont une dans ORF6 de 34 nucléotides. Et on le voit ici en noir sur cet alignement nucléotidique. Et c'était des patients, là, sur l'arbre en vert, qui étaient dans une unité également, c'était également un cluster nosocomial en gériatrie, qu'on a pu séquencer en avril. Et en même temps, on avait détecté une délétion plus courte qui commençait au même endroit de 26 nucléotides, qui était associée qui était détectée chez un patient en gériatrie, mais dans un hôpital périphérique, pas le même hôpital.
Et on a pu étudier in vitro l'impact de ces délétions et voir qu'elles n'avaient pas d'impact sur les capacités réplicatives in vitro. Mais quand on regardait la réponse immunitaire des cellules, on voit qu'il y avait un impact en particulier dans la voie TNF et dans des cytokines pro-inflammatoires, donc qui pourraient avoir un potentiel impact chez les patients. Néanmoins, dans cette cohorte qui était vraiment très petite, on n'a pas pu avoir d'impact significatif au niveau statistique. En conclusion, le SARS-CoV-2 mute, oui, comme tous les virus, mais il mute plutôt moins vite que les virus à ARN qu'on connaît. Il peut y avoir un impact sur l'antigénicité. Pour l'instant, on a détecté certains variants qui pouvaient échapper à des anticorps monoclonaux, mais pas à des sérums de patients convalescents. Il peut y avoir un impact sur la contagiosité. On l'a vu surtout sur l'infectiosité, sur le potentiel à infecter des cellules, donc in vitro, avec la D614G. Son impact sur la contagiosité reste débattu. Sur la virulence, il y a une grosse délétion qui a été détectée au début de l'épidémie, qui était associée à des cas moins sévères. Depuis, on n'a pas eu de vrai signal indiquant une mutation associée à une différence de virulence. Et nous avons détecté également des délétions dans OR6. Je n'ai pas parlé des autres applications du séquençage viral qui peuvent être intéressantes pour explorer des cas sévères, comme par exemple les enfants qui ont des PIMS ou les immunodéprimés qui accumulent beaucoup de mutations sur leur génome, les cas de réinfection pour comprendre pourquoi ou pas le patient peut se réinfecter, l'investigation de clusters nosocomiaux, la surveillance de l'efficacité des tests de RT-PCR, on en a vu un exemple, et également un grand domaine d'étude qui est l'étude de la phylodynamie du SARS-CoV-2, c'est-à-dire modéliser la dynamique de l'épidémie d'après les génomes viraux et essayer de comprendre, par exemple, l'impact des mesures de confinement sur la dynamique de l'épidémie à partir du signal qui est contenu dans les génomes viraux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie l'ensemble des personnes du laboratoire qui travaillent sur le séquençage du virus et nos collaborateurs du réseau du Centre national de référence. Merci. Merci beaucoup, Laurence, pour ce super topo qui, il faut tout comprendre, nous ouvre plein d'horizons. On va passer sur de la clinique maintenant, auprès du docteur Sylvain Gojard pour un nouveau topo gériatrique. On reviendra sur les questions plus tard. Oui, bien bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir convié les gériatres pour une deuxième fois à parler du Covid et de la gériatrie. Je vous ai remis ici les conclusions du professeur Falandry la dernière fois. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question avec Thomas et Jean-Christophe de la pertinence de ce deuxième webinaire et puis on a conclu que ça avait encore sa place. Alors pourquoi? D'abord parce que je ne peux pas ne pas vous rappeler le lourd tribut payé par les personnes âgées à cette maladie. Les Danois ont calculé que le risque de mourir de la Covid était 65 fois supérieur quand on avait plus de 70 ans par rapport aux moins de 70 ans. Et puis pour les sujets hospitalisés, on a des taux de mortalité des patients dans tous les pays qui approchent près de 30%. J'ai recalculé cet après-midi dans le service sur la deuxième vague, on est à 22% de mortalité. Deuxième chose, c'est que de notre côté, au vu des échanges qu'on peut avoir avec nos collègues en ambulatoire, avec nos collègues urgentistes, etc., on a quand même des sources d'inquiétude. D'abord, l'impression que toutes les réorganisations qu'on a pu faire dans le secteur sanitaire à l'hôpital n'ont malgré tout pas suffi à pouvoir garantir l'accès aux soins de toutes les personnes âgées, particulièrement les plus vulnérables, les très âgées, les dépendantes, les polypathologiques. Il y a certaines organisations et certaines structures qui ont été à l'évidence débordées et qui ont probablement pas pu bénéficier de toute l'assistance dont elles auraient eu besoin. Et les conséquences qu'on voit au quotidien et qu'on voit encore maintenant au mois de novembre 2020, c'est des soins que j'ai appelés de base, de la gériatrie et de la prise en charge de ces patients-là qui ne sont pas toujours maîtrisés, peut-être pas connus de tout le monde. Parfois d'utilisation de protocoles empiriques, et puis des hospitalisations qui sont parfois compliquées, souvent tardives. Voilà, et encore, même si on a de moins en moins des incompréhensions entre nous tous. Alors, j'ai essayé de réfléchir un peu à la liste des obstacles qui pouvaient conduire à ces difficultés. Alors, il y a quelques facteurs culturels, j'y reviendrai. Il y a quelques difficultés diagnostiques qui persistent, même si on a fait des progrès. Je pense, sans vouloir être
polémique. On a peut-être un peu trop focalisé sur les aspects respiratoires de cette maladie, qui sont évidemment présents chez les personnes âgées, mais qui ne sont pas forcément au premier plan, notamment dans les indications d'hospitalisation. Peut-être encore, et j'essaierai d'apporter quelques réponses, la méconnaissance d'outils et de procédures. Le fait aussi qu'on est devant une maladie nouvelle, des connaissances qui évoluent rapidement, des données scientifiques qui sont un peu mouvantes, pas consolidées. On voit même que quand on travaille dans les structures Covid à l'hôpital, on a parfois du mal à suivre. Donc, imaginons ce qui peut se passer pour nos collègues qui sont en dehors de ces structures. Des problèmes d'organisation certainement, d'information, de contamination. Il y a aussi toute la problématique des clusters, des établissements et des structures qui sont trouvés totalement déplacés par cette problématique. Et puis, une situation de crise sanitaire qui a pu amener, me semble-t-il, parfois à des études un peu de médecine de catastrophe, alors même que toutes les restructurations qu'on essayait de faire, c'était pour éviter d'en arriver là. Alors, les facteurs culturels, c'est quand même, il y a toujours un peu d'agisme rampant, et que dès qu'il y a un peu de crise, ça ressurgit, en tout cas, nous, on le perçoit comme ça. Il y a une étude assez amusante sur les tweets aux États-Unis où ils ont cherché les tweets qui parlaient de Covid et de sujets âgés. Il y en avait 21% où ils considéraient qu'il y avait quand même de l'agisme assez net. L'Académie nationale de médecine, d'ailleurs, dès avril, a signalé qu'il y avait des précautions à prendre. D'abord, évidemment, de ne pas utiliser le critère d'âge à lui seul pour définir l'allocation des soins. Avait aussi bien noté, et ça, rétrospectivement, ça me paraît vraiment très important, qu'il valait mieux parler de distanciation physique et surtout pas de distanciation sociale pour les personnes âgées, parce que le risque, c'était de les couper, et on a quand même beaucoup de gens qui ont vécu ces périodes-là difficilement, et puis de prêter une attention aux plus vulnérables. Alors, les difficultés de diagnostic, le professeur Falandry en avait déjà parlé. Je me permets de repointer quelques éléments, notamment ces présentations atypiques, classiques en gériatrie, les chutes, l'asthénie sévère et l'anorexie, qui est vraiment un point dans certaines études. C'est un des éléments, notamment en EHPAD, le plus discriminant. L'apparition d'une anorexie récente est un élément très important dans le diagnostic. Autre point important aussi, c'est le seuil d'hyperthermie, là aussi sur des études en EHPAD. On voit bien qu'un seuil d'hyperthermie à 37,2, donc c'est extrêmement bas, n'est déjà qu'une sensibilité de 34%. Si on monte à 38, on n'est plus qu'à 14%. Voilà. Et puis, chez les patients qui ont des troubles neurocognitifs, confusion et troubles de vigilance qui sont souvent au premier plan. Et puis, on a nos expériences de clusters. La collègue virologue a parlé de tous les clusters dans les hôpitaux gériatriques, mais on a aussi donné quelques données cliniques là-dessus. C'est l'impression que la phase initiale est souvent très discrète, une petite toux et un fébricule qui parfois dure une demi-journée à peine, qui est suivi après d'une phase d'asthénie, d'anorexie, et puis éventuellement l'aggravation respiratoire. Et là aussi, une donnée, nous, de la deuxième vague, une impression, je ne sais pas si vous la confirmerez, c'est intéressant à discuter, c'est qu'on avait l'impression que cette aggravation respiratoire pouvait se survenir plus tard que ce qu'on disait. On parlait souvent de J10, et nous, on a souvent des aggravations à J13, J14. Je pense que c'est en particulier le fait qu'on fait des PCR très précoces dans les clusters et qu'on a identifié des patients présymptomatiques. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a quand même un certain nombre d'outils de prise en charge qui sont là. Bravo à tout le travail qui a été fait par tout le monde pour mettre des outils en permanence sur la GED. Donc, aux hospices, je vous renvoie sur ces outils pour signaler que le mémo de prise en charge a été réactualisé récemment. Il est sur la GED. Donc, je vous y renvoie. Il y a des protocoles de prescription aussi dans Easily avec Christine. Pour les collègues de médecine de ville, la Société française de gériatrie et de gérontologie a mis aussi très récemment en ligne des outils de prise en charge, dont je vais me permettre de vous présenter un certain nombre d'éléments. Vous les retrouverez sur le site de la SFGG très facilement. Alors, il y a notamment un outil qui est des fiches, et notamment la fiche 1, qui est la prise en charge thérapeutique. Donc, vous voyez ici les têtes d'affiche, il n'y a pas de surprise, c'est ce qu'on connaît et ce qu'on recommande dans la prise en charge. Et je vais simplement repointer quelques éléments qui me semblent importants parce que peut-être pas encore suffisamment diffusés partout. La thromboprophylaxie, je ne sais pas s'il y aura un webinaire spécial là-dessus, mais en tout cas, c'est un point important. Dans les fiches qui vous sont proposées là, elle est proposée de manière systématique en ville. C'est peut-être à discuter quand même en fonction du profil patient. Et je pense que pour les patients dépendants, les patients qui ont des facteurs de risque, il ne faut pas hésiter à la mettre en place, certainement dans les établissements d'hébergement, avec des données de la littérature qui montrent quand même bien que les HBPM sont supérieurs à toutes les autres molécules, y compris les AOD, avec la question notamment de savoir s'il ne faut pas substituer les AOD pour des patients qui les auraient au long cours.
je pense qu'il ne faut peut-être pas être systématique, mais dès lors que les patients sont un peu fragiles, que la voie orale commence à être incertaine, c'est sûr qu'il faut aller aux HBPM, et pour les patients sous AVK, certainement. Et puis, les protocoles hospitaliers augmentent les doses selon l'indice de masse corporelle et dans les situations d'oxygénodépendance. Mais comme je le dirai après, ça, quand on est oxygénodépendant, à mon avis, on devrait être à l'hôpital. C'est le point d'après. À mon sens, un patient oxygénodépendant doit être hospitalisé. Le fait de ne pas hospitaliser un patient oxygénodépendant, c'est déjà une limitation thérapeutique qui peut être tout à fait justifiée dans certaines circonstances, mais il faut en avoir conscience. Si on ne va pas vers l'hospitalisation, il faut aussi avoir conscience que le patient peut s'aggraver et que s'il s'aggrave, ça peut être assez compliqué à gérer, même sur le plan symptomatique, donc il faut savoir l'anticiper. Et l'hospitalisation, pourquoi? Parce qu'il y a quand même du diagnostic étiologique à faire, du diagnostic différentiel. Ce n'est pas forcément l'aggravation virale à elle seule qui est à l'origine de l'aggravation respiratoire. Il peut y avoir des prises en charge spécifiques. Troisième point à pointer, c'est l'étude Recovery et la corticothérapie. Elle est indiquée dès lors que la saturation est inférieure à 94%. Je ne reviens pas sur les protocoles, pour 10 jours. Et le point que je voulais discuter, c'est l'indication après 70 ans. Dans les recommandations, on vous indique que la corticothérapie est à discuter au cas par cas après 70 ans. Pourquoi? Alors, deux éléments. D'abord, rappeler qu'elle ne doit pas être systématique, puisque sur ces éléments de l'étude Recovery, vous voyez bien ici que pour les patients qui n'ont pas d'oxygénothérapie, il n'y a pas de bénéfice, voire même peut-être une tendance à aggraver le pronostic. Et deuxième point, sur les mêmes études, les mêmes données de l'étude Recovery, vous voyez que le bénéfice net n'est net que chez la tranche des moins de 70 ans. Chez les patients plus âgés, il n'y a pas de bénéfice. Alors, il est très probable qu'on est dans une population hétérogène, qu'il y a des patients qui pourraient en bénéficier et d'autres pas. Donc, il faut probablement, et ça mériterait sûrement d'être affiné, utiliser d'autres paramètres que simplement l'oxygénodépendance, peut-être l'existence d'un syndrome inflammatoire, une cinétique d'aggravation rapide. Et puis le dernier point qu'on voit ici aussi, c'est le bénéfice qui est vraiment sur les patients, je suis désolé, hop, je reviens en arrière, bénéfice sur les patients qui s'aggravent après 7 jours, alors que pour les patients plus précoces, c'est moins. Autre point extrêmement important en gériatrie, nous on a mis une semaine à comprendre au début de la première vague, c'est l'importance des troubles métaboliques chez des patients très dépendants. Ils vont rapidement avoir des troubles métaboliques. Le professeur Courreau parlait l'autre jour de maladies sèches. C'est vraiment le cas. Je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup d'OAP sur hyperhydratation chez nos patients Covid, alors qu'on a eu des troubles métaboliques et notamment des hypernatrémies qui, quand elles sont installées, sont extrêmement compliquées à corriger. Donc, tous les patients hospitalisés âgés sont hydratés par voie parentérale et je pense qu'il faut y penser très rapidement, également en ambulatoire et notamment dans les établissements d'hébergement. Il faut penser à adapter les traitements antihypertenseurs, notamment les diurétiques. On essaye de garder les IEC et les ARA2, comme on vous l'a déjà dit précédemment, à condition que la fonction rénale ne se dégrade pas trop. Il y a toutes les mesures complémentaires. Le professeur Falandry vous les avait détaillées, c'est de la gériatrie. Il y a un point qui nous pose vraiment problème, c'est la nutrition. On a des patients, je vous l'ai déjà dit, qui sont extrêmement anorexiques. Alors, ils ne se plaignent pas de dysgeusie et d'agieusie ou d'anosmie. Probablement qu'ils ont déjà des troubles avant, mais je pense que c'est un élément qui joue. Mais voilà, on a beaucoup de mal à les alimenter. Donc, le protocole de la SFGG vous parle là de 3 compléments systématiques. Aux hospices, on est sur 2 compléments, de la vitaminothérapie, des oligo-éléments. Il faut être bien clair que c'est un cautère sur une jambe de bois quand par ailleurs il mange. Autre élément important, c'est les adaptations de traitement. On a parlé de traitements antihypertenseurs. Il y a tout ce qui est les psychotropes, avec 2 problématiques. Les patients qui éventuellement ont des troubles du comportement et pour lesquels, comme d'habitude, on essaie de privilégier une mesure non médicamenteuse. Mais il y a tous les patients qui ont des psychotropes qu'il faut savoir adapter, d'abord parce qu'ils peuvent aggraver une sédation excessive, d'autre part qu'en cas de fièvre, le risque de certains traitements peut être augmenté, et puis il y a toute la problématique de dépression respiratoire, d'allongement du pulse. Les autres éléments, je passerai rapidement, il y a des fiches sur les examens complémentaires, insister sur l'électrocardiogramme qu'il faut faire quand même assez facilement. Et puis un élément qui me semble extrêmement important, dès lors qu'un patient est traité en ambulatoire, notamment si on a choisi de le traiter à domicile, il faut être en mesure d'appliquer des mesures de surveillance extrêmement rapprochées. Je sais que les médecins généralistes et les cabinets infirmiers sont maintenant bien organisés, il y a des surveillances Covid un peu systématiques, et c'est des éléments dont on a absolument besoin quand on est appelé sur les hotlines pour discuter des hospitalisations, notamment les éléments respiratoires, la température.
mais également tous les éléments de surveillance des apports hydriques et nutritionnels. Un point aussi qui est souvent qui pose beaucoup de questions, c'est les mesures barrières. Il y a des recommandations qui ont été sorties par le comité de santé publique fin octobre, notamment pour discuter des sorties des patients vers les SSR et vers les EHPAD. Donc vous voyez que sur ces recommandations, on distingue la catégorie de patients immunodéprimés et non immunodéprimés. Il a été statué que les personnes de plus de 75 ans polypathologiques devaient être considérées comme des immunodéprimés. Donc ça veut dire que vous le voyez là, qu'on a des durées de maintien en secteur d'isolement Covid qui sont quand même de 24 jours en milieu hospitalier. Et si les patients sortent en ambulatoire, il faut être capable également de maintenir des mesures barrières. On peut éventuellement, par le biais du CT, raccourcir un peu ces durées d'isolement. Un point important, c'est l'hospitalisation, puisque finalement, c'est souvent comme ça que ça se discute, pour qui, quand, pourquoi, comment. Vous retrouverez ce schéma-là sur le site de la SFGG, il me paraît un peu compliqué. Globalement, il dit que c'est une discussion, si possible, collégiale. Alors, systématique avec les hotlines, je pense qu'on serait rapidement débordé, mais en tout cas, on est disponible. Entre donc, le médecin traitant, les hotlines, le médecin référent, le médecin coordonnateur si on est en EHPAD, qu'il faut à l'idéal, évidemment, avoir discuté un peu, statué un peu sur les soins logiques chez ce patient au préalable. Il faut tenir compte aussi de l'environnement du patient et du fait qu'il puisse être débordé, que ça peut être un point de décision pour l'hospitalisation. Donc, j'ai essayé de résumer ça de manière un petit peu plus simple sur une diapositive. Moi, je pense qu'en fait, on parle beaucoup on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Covid? Je crois qu'il faut garder les mêmes réflexes de base. Voilà, hein, et c'est comme ça qu'on fera peut-être le moins de bêtises. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on décide d'hospitaliser un patient? C'est en fonction de son état de santé, donc évidemment de la sévérité de son état clinique, du fait qu'il puisse s'aggraver, qu'il ait un risque important d'aggravation, soit par la maladie elle-même, et on sait que le Covid en est une, ou par son état de santé lui-même, son terrain. Deuxième situation qui peut conduire à l'hospitalisation, là aussi le professeur Courreau l'avait bien rappelé sur les pneumopathies, c'est que ça peut être un défaut de surveillance possible à domicile, donc une absence, une fragilité des aidants, ou une fragilité de la structure d'accueil, et notamment dans toutes ces périodes de cluster et d'épidémie, des structures d'hébergement qui n'étaient plus en capacité de faire des surveillances qu'elles auraient pu faire d'habitude si elles avaient eu 1 ou 2 patients, mais là, elles en avaient 30 ou 40 parfois. Et puis, ça peut être aussi pour protéger une structure d'un risque épidémique, notamment, c'était sur la diapositive avant, un patient déambulant dans un établissement, on peut effectivement considérer que ça peut être une bonne idée de le mettre dans une unité Covid à l'hôpital pour éviter qu'il contamine tout le monde. Dernier point qu'il me semblait important d'aborder parce qu'il nous a beaucoup occupé et on en parle beaucoup et ça a beaucoup interrogé les gériatres. On en a parlé à la commission d'éthique la semaine dernière. C'est l'histoire du niveau de soins et notre préoccupation, nous, côté patients, est le juste soin. Bon, évidemment, c'est une réflexion de routine en gériatrie. On n'a pas attendu le Covid pour se poser la question de savoir quels étaient les bons soins à apporter et les limites à apporter aux soins à nos patients. Donc, évidemment, c'est une question de routine. Et comment on réfléchit à ça? On se pose la question de qui est le malade, d'une part, et d'autre part, quel est le problème ou quel est éventuellement le problème qu'on va avoir à traiter. Donc, la conséquence de ça, c'est que le niveau de soins qu'on peut fixer, c'est pour une durée déterminée dans un contexte défini. Et ça me semble extrêmement important. Voilà. À l'idéal, on doit le définir avec le patient. Il ne faut jamais l'oublier. On a peut-être beaucoup de patients qui ne sont pas compétents, mais on a quand même un certain nombre qui le sont. Et il ne faut pas faire l'impasse de discuter avec eux quand ils sont en état de le faire. S'ils ne sont pas en état de le faire, on doit essayer de recueillir des directives anticipées, vérifier si ces directives anticipées ont toujours cours et si elles n'ont pas été remises en cause. Et puis sinon, effectivement, ça va être une décision médicale, si possible collégiale, et dans laquelle on pourra consulter la personne de confiance si elle est quitte. Et la mission du gériatre là-dedans, ça va être de recueillir le maximum d'éléments qui vont permettre d'argumenter la décision qu'on prendra ensuite tous ensemble. Alors, dans le cadre du Covid, est-ce qu'il y a des particularités? Alors oui, parce qu'on a eu beaucoup de patients, on est en situation de crise sanitaire avec des arrière-pensées qu'à un moment donné, le système pourrait se bloquer, et puis il y a une partie du système qui était quand même en grande tension. Alors, mais c'était quand même surtout les soins critiques. Or, beaucoup des patients qu'on a eu dans les services, finalement, ne relevaient pas des soins critiques. Voilà. Donc, ces niveaux de soins étaient interprétés avec une valeur relative. Deuxièmement, c'est qu'on était dans une situation très particulière où on avait des patients qui avaient une forte
risque de s'aggraver sur le plan respiratoire et de manière assez stéréotypée sous forme de cette pneumopathie hypoxémiante. Donc, ça permettait quand même de planifier un peu à l'avance une attitude qui était adaptée à ces circonstances. Donc, c'est vrai que nous, on a fait comme tout le monde, on a adapté ces niveaux de soins qui permettaient rapidement, en urgence, de statut. On a quand même identifié, nous, rapidement quelques risques. D'abord, que ces niveaux de soins sont appliqués à d'autres situations. Nous, on avait fixé un niveau de soins pour la dégradation respiratoire, et puis se poser une autre problématique et qui éventuellement pouvait faire prendre une décision différente. Donc, c'est pour ça que moi, j'incite vraiment à ce qu'on efface ces niveaux de soins des dossiers dans lesquels on les a mis, notamment les logiciels de prescription quand le patient sort de l'hôpital. Deuxièmement, le fait que la systématisation de ce niveau de soins nous conduise à parfois les fixer sans avoir toutes les informations fiables pour les décider. Autre point que nous, on a vraiment vécu, c'est ce que j'ai appelé un agisme ciblé, c'est-à-dire qu'on s'occupe des niveaux 1 et 2 à peu près correctement, puis les niveaux 3 et 4, ils passent un petit peu au deuxième plan, y compris peut-être même dans nos services de gériatrie. Et dernier point, c'est vraiment le risque que, parce que c'est vrai qu'on a commencé à parler niveau de soins avec nos collègues ambulatoires, et finalement le risque qu'on finisse par utiliser ce niveau de soins pour l'accès aux soins, notamment l'hospitalisation. Et moi, je veux rappeler que l'hospitalisation, c'est l'accès à un plateau technique, c'est un accès à des compétences, à des organisations qui ne sont pas disponibles en ambulatoire, c'est-à-dire à domicile et dans le secteur médico-social, et qui néanmoins sont nécessaires pour la prise en charge du malade. Et ça inclut qu'on peut être amené à hospitaliser des patients pour des soins symptomatiques et des soins palliatifs, parce que c'est le seul endroit où on peut lui accorder dans de bonnes conditions. Conclusion, les éléments concernant la gériatrie et le Covid, c'est d'abord que pour nous, c'est vraiment une maladie polyviscérale et ça ne se résume pas à une simple pneumopathie. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit quand on raisonne là-dessus. Deuxièmement, qu'il y a des outils qui sont là pour nous aider à optimiser les prises en charge et il faut vraiment que tout le monde puisse s'en saisir. En situation de crise, je crois qu'il faut vraiment essayer de conserver ces réflexes quand même thérapeutiques de base, individualisés à la prise en charge des patients. C'est ce qui nous permettra d'être le plus juste possible. Il faut qu'on garde une grande vigilance, et comptez sur nous pour la garder, sur les aspects éthiques dans nos attitudes, nos organisations. Et je pense, alors les webinaires, je pense, sont un vrai outil pour le faire, qu'il faut qu'on renforce la coopération entre la ville et l'hôpital pour se préparer à la troisième vague. Et je vous ai rappelé là les numéros des différentes hotlines de gériatrie qui sont disponibles pour discuter de toutes ces situations compliquées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain pour ce super topo. Donc, tu nous as bien convaincu que la Covid-19 chez les sujets âgés, ce n'est pas qu'une problématique respiratoire. Moi, je voudrais, comme pour lancer la discussion, qu'on parle de l'oxygénothérapie à domicile. Si j'ai bien compris ta présentation, et ça je l'entends parfaitement, l'oxygénothérapie ou le besoin d'oxygène impose l'hospitalisation. Mais il y a quand même eu de nombreuses discussions autour de l'utilisation de cette technique à domicile, et notamment dans un contexte de pénurie ou de saturation du système hospitalier qui finalement n'est pas intervenu. Mais finalement, c'est quoi les obstacles à l'oxygénothérapie à domicile? J'entends que si le malade n'a pas de limitation dans le niveau de soins, en fait, c'est effectivement une perte de chance, mais un malade âgé qui est à domicile, dont on sait que son état physiologique n'est pas compatible avec l'accès aux soins critiques, qu'est-ce qui l'empêche finalement d'être traité à la maison par de l'oxygène? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux pour répondre. Je pense qu'un patient qui devient oxygénodépendant, moi je l'ai un peu trop entendu sur les appels hotline, etc. On se dit que c'est cuit d'emblée, quoi. Voilà. Alors qu'on a quand même un certain nombre de patients où on tombe sur une embolie pulmonaire, on tombe sur une décompensation cardiaque et on va appliquer des thérapeutiques spécifiques. Donc, ne pas hospitaliser, c'est éventuellement faire l'impasse sur ces options thérapeutiques et ces diagnostics différentiels. Ça, c'est le premier point. Alors après, ça peut être simplement un checking aux urgences et puis on dit, voilà, et puis éventuellement qu'on peut ramener le patient après. Voilà. Le deuxième point, c'est que on peut faire sûrement de l'oxygénothérapie à domicile, et ça a été fait.
Ça peut être un choix éventuellement du patient, mais je pense qu'il faut que et puis de sa famille, mais que ça soit un choix raisonné. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi que si on fait ça, on soit bien armé pour gérer quand même la phase où ça peut devenir très compliqué avec des débits d'oxygène qui augmentent. Enfin voilà, on voit nous comme c'est déjà compliqué à gérer ces patients-là en phase palliative. À l'hôpital, on est bien armé. J'imagine quand même que c'est très compliqué en ambulatoire. Donc voilà, c'est simplement de se dire que si on le fait, il faut le faire pas par dépit, mais parce que c'est un choix et qu'on a bien réfléchi au choix qu'on prenait. Nous, l'impression qu'on a eue, c'est que parfois, c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, fait de manière un peu anticipée parce qu'on avait l'impression que l'hôpital était complètement coincé. Alors, c'était vrai pour les soins critiques, mais je veux dire, nous, on n'a jamais eu de période où on n'est pas des lits de médecine disponibles quoi, dans les deux vagues. Hein, voilà. Et je pense qu'en ambulatoire, ils ne le savaient pas. Ok, merci beaucoup Sylvain pour cette réponse. Je ne sais pas si Thomas, tu veux poser une question? Oui. Sylvain, il y a eu 2 vagues. Tu évoques une éventuelle 3e vague. Alors nous, en infection, on a moins vécu le lien EHPAD, structure hospitalière, médecine générale. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la 2e vague sur l'organisation et votre lien entre structure d'accueil, EHPAD, et ce que peut offrir l'hôpital? Et qu'est-ce qu'il faudrait encore changer pour la 3e vague pour que les choses soient plus fluides? Et il y aura aussi une seconde question sur les dépistages des personnels. On a vu qu'il y avait beaucoup de clusters dans les EHPAD et de transmission soignants-patients. Est-ce qu'il y a du dépistage systématique chez les personnels? Est-ce qu'il faut modifier ça, aussi bien en organisation qu'en dépistage? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'on a fait, pour la première partie de ta question, on a fait beaucoup de progrès. On s'est un peu fait attraper par la 2e vague qu'on n'avait pas anticipé si tôt, et c'est vrai qu'on n'avait pas eu encore le temps de faire le retour d'expérience tout à fait complet de la première vague quand la 2e est arrivée. Voilà. Voilà, on est en lien, en tout cas pour la gériatrie, on a des réunions tous les 15 jours à peu près avec les représentants des EHPAD. Je crois que les webinaires, là, on leur a relayé et c'est vraiment important. Donc voilà, on est en train de se structurer. On va rediscuter aussi avec la régulation du SAMU, enfin voilà, toutes ces choses-là pour que ça soit bien huilé. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'information. Voilà, hein, c'est vrai que c'est compliqué à suivre. Je le dis même en secteur hospitalier, quand on est dedans, suivre la masse d'informations et pas toujours à jour, c'est compliqué. Donc il faut qu'on puisse relayer au plus possible vers l'ambulatoire. Où est-ce qu'on en a des connaissances, où est-ce qu'on en est de nos organisations, de nos possibilités. Et ça, c'est un vrai défi. Donc, ça s'est mis en place, ça s'améliore. On aura encore amélioré ça pour la 3e vague. Sur le dépistage des personnels, je pense que c'est déjà en route. Hein. Je crois qu'il y a des choses qui vont se faire avec les tests antigéniques. Après, il y a aussi quand même des questions sur lesquelles il faudra se pencher sur quand même tous ces clusters qu'il y a eu, qui à mon avis ne sont pas expliqués que par de la contamination personnelle patient. Voilà, personnel résident. Il y a des facteurs environnementaux quand même, je pense qu'on n'a pas bien identifié. On l'a vu dans les clusters hospitaliers. D'accord. Il y avait une petite question, parce que moi, je ne sais pas la part des équipes mobiles, ville, hôpital, de gériatrie. Je sais qu'il y a des villes qui ont des équipes mobiles de CHU qui vont rendre visite et aider à l'organisation. Je ne sais pas si les HCL disposent de cela. Oui, on a des équipes mobiles, mais pour dire vrai, on s'est questionné sur leur utilité dans cette période-là. Alors, il y avait 2 choses. D'une part, que les personnels des équipes mobiles ont été aussi réquisitionnés pour fonctionner dans les services à l'hôpital. Et d'autre part, que, on se demandait quel apport vraiment on allait avoir en étant physiquement présent dans les établissements. Auprès de voilà, donc je sais que certaines villes l'ont fait plus que nous, notamment dans la phase diagnostique, etc. Nous on a plutôt été dans la question d'avoir un lien, d'être disponible pour donner des conseils, etc. Mais sur la présence physique dans les établissements, il n'y a pas beaucoup été. Les équipes mobiles d'hygiène ont été plus que nous. Et il y avait une dernière question sur la problématique des visites et de l'isolement en EHPAD ou de l'isolement affectif de ces gens. Est-ce que toi, tu as un regard de gériatrice? Est-ce que c'est des choses qui semblent être importantes et qui pourraient être modulées dans la 3e vague? Je crois qu'elles ont été déjà un peu modulées dans la 2e. On a été quand même beaucoup moins strict. Alors, c'est vrai que rétrospectivement, beaucoup de nos résidents, de nos patients ou des résidents
se sont plaints de cet isolement qu'ils avaient vécu dans la première vague. Des familles s'en sont plaints aussi. On a quand même des répercussions assez évidentes sur certains patients, notamment qu'on suit pour des troubles cognitifs, de cette période d'isolement. Je crois que voilà, il faut être peut-être moins drastique qu'on l'a été, donc faire avec souplesse, faire de manière individualisée. Après, c'est vrai que dans les périodes, dans des établissements qui ont des gros clusters qui sont totalement débordés, c'est sûr que rajouter c'est quand même du travail aussi de gérer les visites. Il faut parfois prendre des rendez-vous, gérer tout ça. Leur rajouter ça, c'était compliqué. Mais en tout cas, maintenir le lien social, c'est évident que c'est très, très, très important. Et donc pour finir, peut-être, bon, j'entends que maintenir le lien social, c'est important, pas que en gériatrie, entre les malades et leurs familles. Un des problèmes, c'était les clusters nosocomiaux, en fait, hein, et notamment ce qu'on a vu à l'hôpital, c'était aussi potentiellement le rôle des proches dans la genèse du cluster. Et est-ce que les nouveaux outils de communication qu'on peut utiliser en dehors de la gériatrie, c'est utilisable dans vos services? Je pense par exemple à l'utilisation de tablettes pour faire communiquer le patient et sa famille. Oui, on l'a bien fait. Nos collègues, notamment de long séjour, Antoine Chariel, etc., s'y sont mis précocement. Après, c'est pareil, il faut trouver le temps et le personnel pour le faire. C'est plus ça la limite. Mais oui, c'est bien utilisable. Ouais, merci beaucoup à tous les orateurs. Je suis désolé, la discussion est hyper intéressante, mais il faut qu'on arrive à tenir le timing. Donc, je remercie vraiment tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une session qui aura pour thématique Covid-19 chez le sujet transplanté, dont l'orateur sera le professeur Olivier Tonat. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions sur l'adresse webinaire@chu-lyon.fr et on essaiera d'y répondre la semaine prochaine. Et donc, rendez-vous avec le même lien. À bientôt. Au revoir à tous.